Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct de Strasbourg pour célébrer les 20 ans de l'euro. 2 décennies au cours desquelles l'euro a été lancé, puis s'est enraciné dans le quotidien des Européens, au cours desquelles l'euro a connu la crise et a vacillé, au cours desquelles l'euro a connu de premières réformes, de premières solidifications. Pour en parler, toute l'Europe reçoit 2 eurodéputés spécialistes des questions économiques. Pervenche Berès, bonjour. Bonjour. Membre du Parti Socialiste, et Ingeborg Grassle, bonjour, membre de la CDU allemande. Hier, il y a eu une petite cérémonie ici dans l'hémicycle qui est à côté de nous, au cours de laquelle Jean-Claude Juncker a rappelé à quel point on pensait que les pères fondateurs de l'euro étaient des fous et que ça ne marcherait pas. Madame Berès, est-ce que l'euro, c'est la plus folle entreprise qui a jamais été entreprise lors de la construction européenne ? Quand on s'aventure à créer entre des nations différentes une monnaie unique, c'est sûrement une folle aventure. Mais je ne crois pas que c'était une si folle aventure parce que heureusement que l'euro a été là dans les années où nous avons traversé la crise. Je crois que les Européens avaient entre eux le marché intérieur. C'est-à-dire qu'ils avaient décidé d'échanger des biens. Et échanger des biens sans avoir la même monnaie, c'est un peu bizarre. Donc c'est la raison au point de départ de la création de l'euro. Je crois que c'était une raison juste. Et je crois qu'au fil de l'histoire, on a vu à quel point cet euro a été utile pour les Européens. Ça n'a pas été une aventure facile, mais les folles aventures ne sont jamais des aventures faciles. Mais fondamentalement, je sais, il y a souvent des critiques par rapport à l'euro, que ça a conduit à des politiques d'austérité, etc. On en parlera peut-être. Mais imaginons la situation des pays de l'Union européenne quand on a traversé la grande crise financière 2007, 2008, 2009, si on n'avait pas eu l'euro. L'euro nous a protégés. Folle aventure, la même question pour vous, pour lancer le débat. Oui, je crois que c'était une folle aventure. Mais il ne faut pas oublier les problèmes qu'on avait à l'époque. La dévaluation des autres monnaies. L'Allemagne a dû dépenser beaucoup d'argent. Bon, le ministre de l'époque, Theo Waigel, nous a toujours raconté que pendant le week-end, il a dû débloquer 100 millions de Deutschmark pour acheter du lira ou du peseta. Alors aujourd'hui, on fait semblant comme si l'ancien système ne coûtait rien et que c'est coûteux aujourd'hui, mais ce n'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une heure très intéressante avec l'euro. Il aurait dû beaucoup plus parler des difficultés qu'on avait à l'époque du point de vue de l'économie. L'euro est une très bonne chose. Vous voyez, on est d'accord, c'est formidable. C'est formidable. Mais vous êtes d'accord comme l'ensemble des citoyens européens qui la majorité. Oui, la majorité, très belle majorité des citoyens de la zone euro qui à 75% plébiscite en fait l'euro. Donc y compris aujourd'hui d'ailleurs dans le champ politique, plus personne veut remettre en cause l'euro. Est-ce qu'on peut sortir quelques éléments justement positifs de la situation et de l'installation de l'euro ? Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais vous savez, hier on a célébré les 20 ans de l'euro, c'est quand même le même jour où Mme Theresa May s'est retrouvée dans une impasse sur la question du Brexit, qui démontre quoi? Que de sortir de l'Europe, c'est pas très facile. Alors sortir de l'euro, c'est tout aussi difficile, si ce n'est plus difficile, parce que au fond, il y a des dizaines d'années, on a eu cette intuition juste que les Européens devaient rendre interdépendants leur destin. Et dans un monde où finalement les économies européennes sont devenues relatives et où les enjeux et les défis mondiaux sont devenus plus importants, de détruire un instrument d'une solidarité de fait qu'est une monnaie commune, ça serait, je crois, une pure folie. Et d'ailleurs, je note, vous l'avez souligné, mais j'insiste là-dessus, que beaucoup de partis d'extrême droite ou parfois même d'extrême gauche ou dits populistes, ou pas d'ailleurs, je pense à la Grèce, M. Tsipras, quand il arrive au pouvoir, c'est pas certain qu'il veut rester dans l'euro. Et puis finalement, il se rend compte que le pire n'est pas toujours le présent, et que de sortir de l'euro, finalement, ça ne l'aurait mené nulle part. Donc j'imagine, je comprends que fondamentalement, les Européens font preuve de bon sens et sont attachés à cette monnaie qui lie nos destins entre Européens. Il y a un sentiment d'unité aussi. L'euro crée ce sentiment d'avoir vraiment quelque chose en commun. C'est peut-être la mesure en tant que telle qui a créé ce sentiment entre les Européens, vraiment. C'est une très bonne chose pour les jeunes aussi qui voient que l'Europe, c'est quelque chose de très concret. Et je crois aussi que ceux qui ont toujours regretté qu'on a aboli la Deutschmark, ils étaient nombreux, vraiment. Mais entre-temps, avec les États-Unis,
qu'est-ce qu'on deviendrait, notre économie deviendrait si on était dépendant du dollar comme avant. L'euro est maintenant la deuxième monnaie du monde. Alors quel succès, franchement, félicitations. La première décennie a été relativement calme. On a pu constater assez rapidement les apports de l'euro. C'était solide, c'était crédible. Ça a permis de contribuer à la prospérité du continent. Puis ensuite, assez rapidement quand même, il y a eu une crise. Et là, on a vu qu'il y avait des manques. Qu'est-ce que vous pensez, Madame Gressle, de la réponse qui a été apportée à cette époque-là, au 2008, 2009 jusqu'en 2012? Il y a eu pas mal de changements. On a bien réagi? Je crois qu'on a bien réagi. On n'avait pas tant les instruments pour réagir. Les instruments communautaires manquent en partie jusqu'à aujourd'hui. Je crois que, j'oublie pas, c'était le week-end du 4 mai de 2009 quand cette crise-là a perçu. Lundi prochain, j'ai fait un tour en conseil. Alors j'ai vu encore les visages consternés. Je crois que là, l'Europe a vu, nous avons vu l'abîme. Et je crois qu'on a fait une bonne chose, c'est qu'on a décidé d'aider. C'était 2010. Oui, on a décidé d'aider, excusez-moi, 2010. On a décidé d'aider et on a inventé, littéralement inventé, une série d'instruments. Et jusqu'à aujourd'hui, on doit débattre avec les citoyens, certains, si c'était conforme aux règles européennes ou pas. De toute manière, on n'avait pas le choix, on a dû aider. Je crois que c'était une très bonne chose, mais entre-temps, il faut vraiment continuer à aider. Depuis la crise, justement, l'architecture de la zone euro a beaucoup changé avec le système européen de stabilité, l'union bancaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que l'Europe est mieux protégée, et les citoyens et les entreprises, les banques mieux protégées si demain survenait une nouvelle crise? Alors là, on rentre dans la perspective pour les travaux de demain. Et un anniversaire, c'est le moment de faire le bilan, mais aussi de regarder qu'est-ce qu'on va faire de la suite de sa vie. Hein. Et pour l'euro, cette folle aventure continue. Parce que, bon, à cause de la crise, dans l'urgence, comme Mme Gressle vient de le dire, et je suis d'accord avec elle, on a d'une certaine manière bricolé. Il y a des esprits éclairés dont j'ai les modesties de penser que je faisais partie, qui disaient l'euro n'est pas complet, il faut un dispositif pour venir en aide en cas de crise pour toute la zone ou pour que... Qu'est-ce qu'on fait quand un pays subit un choc alors qu'il n'a plus la souplesse nationale de pouvoir dévaluer. Parce que dans l'ancien monde, quand un pays se trouvait dans une situation économique difficile, il ajustait sa monnaie, ça lui donnait un petit peu un espace de respiration. Cet espace de respiration a disparu avec la monnaie unique en échange de beaucoup d'autres garanties de renforcement. Mais du coup, de quels outils dispose-t-on? On les a bricolés dans l'urgence. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de réfléchir à ce que c'est qu'une gouvernance sereine de l'euro. Or, de ce point de vue-là, je pense qu'il reste des choses à faire. On ne peut pas avoir un espace économique aussi intégré que celui qui réunit des économies autour de la même monnaie et ne pas avoir une analyse globale des besoins de cette zone. Et parce qu'on a la même monnaie pour piloter l'économie de l'Allemagne, l'économie de la France, l'économie de la Finlande ou l'économie de la Grèce. Donc ça suppose qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble sur comment est-ce qu'on ajuste les économies des uns et des autres autour de cette même monnaie. Et ce débat-là, fondamentalement, on ne l'a toujours pas. Madame Gressle, on vous pose la même question. Est-ce qu'il ne manque pas quelque part, si on paraphrase assez librement, le volet solidarité, alors qu'on a quand même bien renforcé le volet responsabilité? Vous savez, le volet solidarité est là. Hein. Les Allemands et toute la zone euro, les Français, les Italiens, on a dépensé beaucoup d'argent sous ce système bilatéraux. Je ne crois pas que c'est une question de solidarité. Solidarité signifie quoi? On a l'instrument, on a le budget de l'Union européenne, on a dépensé bilatéralement beaucoup, on a donné beaucoup de garanties pour la Grèce, on a renoncé à de l'argent, il y avait le haircut. Alors là, je ne crois pas que donner cette impression comme ce système-là ne délivre pas la solidarité, c'est faux. Et ça crispe les cœurs après pour discuter ce qu'il faut discuter là. Quels sont les instruments dont on a vraiment besoin pour bien piloter la zone euro? Ça, c'est clair. C'est là où on rentre dans un espace de désaccord entre nous, parce que moi, je pense au contraire que pour que l'euro soit un instrument
au service de l'économie et pas un objet de négociation politique très crispée et tendue comme on a pu le faire dans la crise, puisqu'il fallait en même temps créer les instruments. Je crois qu'il faut qu'on ait à la disposition de cette monnaie, non pas uniquement la Banque centrale qui prend des mesures très courageuses, dites non conventionnelles, mais aussi des outils de pilotage économique qui permettent d'ajuster les situations. Et c'est l'objet de toute la discussion autour du fameux budget de la zone euro. Hein. Or, vous avez vu qu'il y a eu un accord franco-allemand au mois de novembre pour dire ce budget de la zone euro, il pourrait servir pour de la compétitivité, de la convergence, c'est-à-dire le rapprochement des économies, ou de la stabilité. La stabilité, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a une crise. Bon. Et finalement, au Conseil européen, les membres de la zone euro se sont mis d'accord pour la compétitivité ou la convergence. Mais la stabilité, qu'est-ce qu'on fait quand ça secoue un peu, a été laissée de côté. Or, dans ma conception, et je ne suis pas la seule dans cette idée-là, ce qui fait la spécificité des besoins de la zone euro, c'est justement d'assurer cette fonction de stabilité. La compétitivité, c'est un sujet pour toute l'économie de l'Union européenne, pas uniquement spécifiquement pour la zone euro. Et la convergence, je soupçonne qu'il y a toujours l'idée que Bruxelles ou certains États membres veulent, à travers ce thème-là, imposer des réformes structurelles dans tel ou tel État membre. Quand on partage la même monnaie, il faut s'assurer des réformes structurelles. Mais si c'est imposé par Bruxelles, uniquement dans une direction qui sera conçue comme austéritaire, ça ne marchera pas. Donc je pense que là-dessus, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, mais ce que je ne supporte pas, c'est que l'austérité est devenue le gros mot et le no-go général. Je crois que l'austérité, il faut pas utiliser ce mot-là pour dénoncer une politique de réforme. Et c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut que la politique des réformes soit là et qu'on peut être sûr que pour ceux qu'on donne l'argent, et c'est ça l'aspect solidarité, qu'il y a des mesures après de bien investir cet argent. Sinon, la liabilité fait que personne ne veut payer les uns pour les autres. Et les traités européens, ils défendent ça. C'est une question très délicate. Entre-temps, il y a des gouvernements qui disent ouvertement qu'ils ne veulent plus suivre les règles. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que vous faites allusion à l'Italie, mais vous avez vu qu'ils ont expérimenté l'idée de sortir de l'esprit européen et finalement ils rentrent dans les clous d'une certaine manière. C'était bien un thème de campagne en Italie, non, de sortir de l'euro. Vous avez vu, maintenant ils ont représenté une proposition de budget qui va être validée par la Commission et sur laquelle il n'y a pas de difficulté particulière. Mais il y a quand même, je trouve, sur l'espace de la zone euro, des sujets dont on comprend qu'ils sont en train dont tout le monde a pris conscience qu'il fallait les traiter. Et notamment, c'est la question du niveau d'investissement. Il ne faut pas qu'on ait des règles de politique économique qui découragent l'investissement et qui ne permettent pas à ces économies d'avoir les niveaux d'investissement nécessaires compte tenu des défis à venir. Et je pense que dans les choses qu'on a à faire pour demain, il y a ça, il y a cette histoire du budget de la zone euro pour les fonctions de stabilisation. Il y a un troisième sujet qui est aussi très important, qui est celui de la dimension extérieure de la zone euro. Parce que, vous l'avez dit, l'euro c'est la deuxième monnaie. C'est tout à fait exact. Simplement, je sais de grandes entreprises allemandes ou de grandes entreprises françaises continuent à faire leurs échanges et leurs achats en dollars. Est-ce normal? Sûrement pas. Donc là, il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on... C'était l'un des sujets que l'on voulait justement aussi... Mais je suis d'accord. Il faudrait qu'on parle de la structure bancaire européenne. Parce que mes grandes entreprises allemandes me disent, nous, pour financer nos investissements, nous, on ne trouve plus de banques en Europe. Absolument. Les banques en Europe, il nous faut au moins une ou deux très grandes. Et là, on n'en a pas. C'est pour ça que je crois qu'il faut faire quelque chose. Il faut des petits pour financer les petites et moyennes entreprises, très important en Allemagne aussi. Mais il faut aussi les grands. Et là, il faut faire quelque chose. Et si possible, pas les banques d'investissement américaines. Des grandes banques, on en revient aussi au système de concurrence et d'anticoncurrence peut-être. Mais c'est pas que ça, non, mais c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, avant la crise, on avait des mouvements d'achat et de rachat et de concentration dans le secteur bancaire et avec des opérations parfois transfrontières, avec les pays hôtes et la crise de confiance qui est née dans la crise fait que finalement, c'est assez paradoxal, on a développé des tas de règles pour assurer la stabilité
des marchés financiers, consolider les bilans des banques, mais on n'a pas rétabli le niveau de confiance transfrontière. Donc, au fond, on a des marchés bancaires qui se sont un peu rétractés sur le périmètre national. Et cette idée, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'on a besoin de grandes banques européennes d'investissement. On a besoin d'une architecture complète. On a besoin de petites banques qui assurent un travail de proximité, d'accompagnement des PME, etc. Mais on a aussi besoin de grandes banques européennes. Et pour l'instant, c'est une étape pour le prochain mandat. Je ne pense pas qu'on va y arriver. Un dernier mot peut-être, il est déjà l'heure. Mais est-ce que justement ce qui ne manquerait pas, c'est de la confiance réciproque? C'est Mario Draghi qui parlait de ça, ou Jean-Claude Trichet. C'est aujourd'hui ce qui manque pour avancer, pour continuer de faire progresser cette zone euro qui sera peut-être jamais achevée vraiment. C'est la confiance réciproque entre les États membres. Est-ce que l'une et l'autre, vous pensez que c'est ce qui manque aujourd'hui le plus aux Européens? Je crois que la méfiance s'installe très rapidement. Voyez-vous, la crise en Italie fait que maintenant, nous en Allemagne, on reçoit beaucoup d'argent d'Italie, beaucoup d'investissements de l'Italie en Allemagne. Alors, il vaut mieux investir en Italie pour créer des emplois là-bas, mais le contraire est le cas. C'est pour ça que les gouvernements doivent réfléchir à ce qu'ils font. On peut sentir comment la confiance part très rapidement quand un gouvernement ne tient pas les règles. Mais c'est là où il faut un tout petit peu, à mon avis, retourner le raisonnement. Parce que l'Italie a sûrement fait des erreurs dans ses réformes, etc. Je pense que la brutalité de certaines réformes ont conduit aux résultats électoraux qu'on a aujourd'hui. Mais je pense que collectivement, on doit mieux réfléchir à comment permettre que les bonnes réformes soient mises en œuvre dans les États membres. Et cette idée que Bruxelles vous impose des réformes dites structurelles, c'est-à-dire de toujours presser l'âge des retraites ou des choses qui font partie du contrat social, ça ne marche pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce fameux pacte de stabilité qui était le règlement intérieur de la zone euro au point de départ, il est devenu très compliqué. Les peuples ne le comprennent pas vraiment, les citoyens ne comprennent pas vraiment ces règles. Et manifestement, ça n'a pas permis d'optimiser le fonctionnement de la zone euro. Donc là, je pense qu'il y a encore un espace pour une fois l'aventure européenne. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce qui ne va pas, c'est que la Banque centrale européenne arrose l'Europe avec l'argent sans imposer des réformes. On a perdu beaucoup de temps. Et ça n'a pas tellement marché, franchement. Mais c'est heureusement qu'elle l'a fait, parce que sinon, je ne sais pas dans quel état serait la zone euro. Bien sûr, il n'y avait pas d'autre choix. Elle a suppléé la carence des États. Oui, absolument. Mais il faut faire plus, ça c'est sûr. On est d'accord. Est-ce qu'on a un prochain pays? Quel est le prochain pays susceptible d'intégrer la zone euro? Pas tout de suite. C'est pas d'une actualité brûlante. Mais si vous voulez le fond de ma pensée, c'est tout à fait iconoclaste et pas du tout politiquement correct. Mais je pense, et je ne sais pas ce qui va se passer sur l'avenir du Royaume-Uni. Mon vœu le plus cher est évidemment que ce pays renonce au Brexit, mais ça appartient aux Britanniques eux-mêmes. La décision leur appartient. Mais si jamais ils devaient partir, je pense que tous les autres pays devraient intégrer la zone euro à terme. Très bien. Oui. Je crois que ce sera même une bonne idée, au cas où ils remplissent les critères. Oui. Bien sûr. C'est bien la rigueur à la main. Ingeborg Gressle, Pervenche Berès, merci beaucoup pour ces échanges. Pour tout savoir, tout comprendre sur la zone euro et son fonctionnement, un seul site, www.touteleurope.eu. À très bientôt.